pour ce live avec Awa, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, de Check Ta Paye. On va aujourd'hui vous aider à comprendre votre rémunération en arrêt de travail, savoir comment ça se passe et surtout vous aider à avoir bien en tête les points de vigilance importants pour éviter de tomber dans certains pièges qui peuvent potentiellement vous mettre en difficulté financière si votre arrêt de travail est amené à perdurer dans le temps, ce qui malheureusement est bien souvent le cas lorsque l'on est concerné par un burn-out. Donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent là en live, et puis si vous nous voyez en replay, eh bien mettez un petit like ou mettez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir de savoir que vous êtes passé par ici et que ce live et le sujet de cette interview vous ont intéressé. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Déjà, si vous pouvez juste me préciser si le son et l'image sont OK, pour être sûr de ne pas parler dans le vide, comme ça ce sera mieux. J'espère que je vais voir vos commentaires. Pour le moment, je n'en vois pas. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire un petit quelque chose? Et je vais attendre qu'Awa nous rejoigne. Hop, la voici. Tout est OK. OK, merci. Merci à vous. Et normalement, Awa devrait être sur le chemin. J'ai accepté son invitation, donc elle devrait arriver. La Coucou voilà. Catherine. Bonjour Coucou tout le monde. Est-ce que tu vas bien? Nickel, et toi? Alors, je règle Nickel. juste un petit peu, hop, tout ça, comme ça on est nickel. Nickel. Super. Nickel. Merci d'être avec nous, Awa. Je suis ravie de t'accueillir. Et moi, toi, l'experte de la rémunération. Donc, j'étais en train de présenter donc rapidement le sujet de notre interview d'aujourd'hui, donc en ta présence. Je vais peut-être rapidement me présenter pour ceux qui nous rejoignent et qui ne me connaissent pas encore. Donc, moi, je suis Catherine Pi, psychologue du travail, et j'étais RH pendant une vingtaine d'années en entreprise. J'ai traversé moi-même un burn-out en 2017. Qui a pas mal changé le cours de ma vie. Et depuis maintenant un peu plus de 6 ans, eh bien, j'accompagne spécifiquement les personnes qui ont traversé un burn-out dans leur transition professionnelle. Et je les aide à trouver le projet de leur deuxième vie, comme j'aime à l'appeler, pour les aider à rebondir. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, ravie de vous rencontrer ici. Et encore une fois, merci à toi, Awa, de nous avoir rejoints pour ce sujet qui, je le sais, est un vrai sujet, hein, voilà, la paye, la rémunération pendant son arrêt de travail. On est déjà pas très bien dans ses baskets quand on est en burn-out, donc quand en plus on a des difficultés et qu'on se retrouve avec une paye en négatif, que la prévoyance ne nous paye pas, etc., c'est un peu compliqué à gérer, donc on va essayer d'éclaircir un petit peu les choses avec toi aujourd'hui pour essayer en tout cas que ce soit le plus clair possible. Et puis tout au long du live, si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à nous les écrire ici, on les prendra au fur et à mesure. Awa, est-ce que je peux te demander de te présenter pour les personnes ici qui ne te connaissent pas encore? Oui, bien sûr. Merci beaucoup déjà pour l'invitation, Catherine. Je suis vraiment ravie d'être là et puis j'aime beaucoup ce que tu fais et ce que tu partages auprès de personnes qui traversent justement ce genre de situations qui peuvent être compliquées et montrer qu'il y a une deuxième vie après et qu'on peut tirer des leçons de cette période pas simple. C'est plein d'espoir et ça fait plaisir à voir. Donc, merci à toi pour l'invitation. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, moi, je suis Awa Fofana. Donc, je suis la fondatrice de Check Ta Paye et je suis experte en rémunération. Donc, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner les salariés à maîtriser tous les enjeux de leur rémunération et à débloquer tout le potentiel de leur salaire. C'est ce que je dis souvent. Donc, l'idée, c'est vraiment de les accompagner de la négociation de salaire, de la compréhension, en fait, de tous les éléments de leur rémunération, en passant donc par cette fameuse fiche de paye qui fait un peu peur à tout le monde, jusqu'à la négociation d'un départ quand c'est le moment de se séparer, parfois aussi d'une entreprise dans laquelle on ne se sent plus forcément très bien. Ok, donc voilà, et tu as travaillé dans les RH, j'imagine, et dans la paye avant d'être dans Check Ta Paye, hein, parce que pour être expert de la rémunération, j'imagine que c'est ton dada, ce qui n'est pas le mien d'ailleurs. C'est un métier vraiment à part hein, quand même, la paye. C'est ça. Donc on va essayer donc ensemble d'expliquer aux gens qui sont présents comment est-ce qu'on peut essayer de
comprendre son bulletin de paye quand on est en arrêt maladie. Est-ce que déjà tu peux essayer de nous expliquer comment ça se passe quand on est en arrêt maladie sur son bulletin de salaire et sur sa paye d'une manière générale? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, la première chose qui se passe, en fait, elle se passe pas forcément au niveau du bulletin de paye tout de suite. Ce qui se passe, c'est d'abord qu'on tombe malade et quand on va chez le médecin, on va avoir les fameux volets d'arrêt de travail qu'on va envoyer, notamment un qu'on va envoyer à notre employeur pour déclarer le fait qu'on est malade et qu'on est absent. La première chose à laquelle il faut faire extrêmement attention, même si beaucoup de monde le sait, c'est de bien envoyer ce volet à votre employeur dans les 48 heures suivant votre période d'arrêt pour que l'absence soit bien prise en compte. Et après, il faut faire attention un peu aux règles qui s'appliquent dans l'entreprise. Parce qu'en fonction de la date à laquelle vous avez été malade, ce n'est pas forcément la même fiche de paye qui va être impactée. Ce qu'on a dans les services, on a ce qu'on appelle une période de paye. Ça veut dire qu'à un moment donné, on se dit on va faire la paye du mois et on est obligé d'arrêter les événements qu'on va prendre en compte sur la paye du mois qu'on est en train de faire. Je vous donne un exemple. Je suis sur mon bulletin de paye du mois de janvier. Je ne vais pas attendre le 31 janvier de savoir si tout le monde a bien été là pour savoir si je commence à faire la paye. Sinon, les gens, ils vont pas être payés le 31 janvier. Donc, je vais peut-être dire dans l'entreprise que moi, les éléments variables de paye, donc tout ce qui peut varier d'un mois à l'autre, ça va être du 15 au 15. Donc, ça veut dire que sur mon bulletin de paye du mois de janvier, je vais traiter tous les événements qui se sont passés entre le 15 décembre et le 15 janvier. Et tout ce qui s'est passé avant le 15 décembre aura déjà été payé ou traité sur la paye du mois de décembre. Et tout ce qui se passera après le 14 janvier, donc à partir du 15 janvier, sera traité sur la paye du mois de février. Donc, si je suis tombée malade, je dis n'importe quoi, le 12 janvier, mon bulletin de paye de janvier va être impacté. Par contre, si je suis tombée malade le 20 janvier, il est possible que j'ai une paye complète et que je ne vois pas d'impact sur ma fiche de paye. Donc ça, c'est important de déterminer d'abord c'est quoi la période des éléments variables de paye dans mon entreprise pour être sûr de regarder au bon endroit et retrouver mes petits au bon endroit. Savoir ça ou comment on peut le savoir? Il faut poser la question. Il n'y a pas de règle générale qui s'applique à toutes les entreprises et chaque entreprise fait un peu sa petite tambouille parce que ça dépend de leur process, ça dépend un peu de comment ils se coordonnent avec les managers, avec les informations, etc. Il y en a, ça va être un décalage d'un mois complet. Il y en a, c'est de quinzaine à quinzaine. Il y en a, c'est du 20 au 25. Et il y en a qui ont des petites structures, donc ils arrivent à suivre sur le mois en cours sans problème. Donc voilà. Donc, on pose la question à CRH. Oui, tout à fait. Mais déjà, c'est important de savoir qu'il peut y avoir un décalage et que ça ne peut pas totalement correspondre à la réalité par rapport à ça. Ok. Totalement. Et ensuite, il va y avoir une deuxième question qui va falloir se poser, c'est sur son ancienneté à soi dans l'entreprise, parce que la durée depuis laquelle on travaille dans l'entreprise va avoir un gros impact sur qui va nous payer et pendant combien de temps on va être payé quand on tombe malade. Dans le sens où aujourd'hui, la première personne ou la première entité qui est censée vous payer quand vous êtes malade, ce n'est pas l'employeur, c'est la sécurité sociale. C'est le rôle de la sécurité sociale de vous verser une indemnité quand vous êtes malade. L'indemnité de la sécurité sociale, c'est 50% du salaire journalier de base. Donc, le salaire journalier de base, il est calculé comment? On va prendre les 3 derniers mois de salaire avant que vous soyez tombé malade. Donc, si par exemple, je suis tombée malade le 12 janvier, on va prendre octobre, novembre, décembre 2023. On va regarder combien j'ai gagné. Donc, on prend la totalité de mon salaire et on le divise par 91,25. Ça me donne un salaire journalier de base. Et donc, par journée, je vais être indemnisée 50% de cette somme-là. Donc, si je tire le trait grossièrement, ça veut dire qu'en gros, quand je suis malade, je gagne au maximum la moitié de mon salaire habituel. La sécurité sociale, elle ne dépasse pas les 50% de mon salaire journalier de base. Et donc, c'est pour ça qu'heureusement, on a aussi des choses qui viennent compléter ce salaire journalier de base. Et ça va être le maintien de salaire par l'employeur ou l'indemnité complémentaire de l'employeur. Cette indemnité complémentaire de l'employeur, elle est obligatoire uniquement si j'ai au moins 1 an d'ancienneté. Si ça fait moins d'1 an que je suis dans l'entreprise, l'employeur n'a aucune obligation à me verser un complément, donc je ne bénéficierai que du montant qui m'est versé par la sécurité sociale. Je ne peux rien attendre de l'employeur. Ok. Donc, ce complément-là, il va dépendre en fonction du secteur d'activité dans lequel on travaille. Moi, je ne vais pas pouvoir vous donner toutes les règles possibles parce qu'il y a plus de 800 conventions collectives différentes, donc je ne les connais pas toutes. En revanche, la seule chose
qu'on va demander à toutes ces conventions collectives, c'est d'être au moins plus favorable que ce que dit la loi. Et la loi dit que dès lors qu'on a un an d'ancienneté, et donc au-delà d'un an d'ancienneté, on doit avoir minimum 30 jours indemnisés à 90% de notre salaire. OK ? Et donc, ces 30 jours indemnisés à 90% de notre salaire, bah, il y a une période qu'on va appeler une période de carence. Ça veut dire que si notre arrêt de travail dure moins de 7 jours, on n'aura pas d'indemnisation. C'est à partir du 8e jour seulement que les 90 jours, que les 30 jours à 90% vont commencer. D'accord. Donc, il y a un laps de temps où on n'a que le montant de la sécurité, les IJ de la sécurité sociale, enfin, les indemnités journalières de la sécurité sociale. Et j'ai oublié de le préciser, mais même la sécurité sociale, elle ne paye pas à partir du premier jour. La sécurité sociale aussi, il y a 3 jours de carence pendant laquelle elle a bien pris en compte que vous étiez malade, mais jour 1, jour 2, jour 3, elle ne vous paye pas. C'est à partir du 4e jour qu'elle va vous verser les 50% de votre salaire journalier de base. Et si vous êtes dans la situation où vous êtes dans une entreprise où il n'y a pas de convention collective, donc vous dépendez directement de ce que dit la loi, et que vous avez plus d'un an d'ancienneté, eh bien, après jour 4, jour 5, jour 6, jour 7, l'employeur ne paye rien. Et à partir du 8e jour, si je suis toujours en arrêt, là, l'employeur va venir compléter les 50% de la sécurité sociale pour atteindre jusqu'à 90% de mon salaire. D'accord. Donc 30 jours, tu dis, ça c'est la loi. Et effectivement, selon la convention collective à laquelle on appartient, cette durée, elle peut être plus longue que ça. Beaucoup plus avantageuse que ça, effectivement. Il y a des conventions collectives qui vont vous donner 90 jours, il y en a qui vont vous dire c'est 100%, il y en a qui vont dire il n'y a pas de carence du tout, dès le premier jour d'arrêt, vous allez être indemnisé. Il y a vraiment à boire et à manger avec plein de conditions différentes. La seule chose donc qu'on leur demande à ces conventions collectives, c'est d'être plus favorable que la loi, sinon ils sont tenus d'appliquer la loi. D'accord. Alors, si on veut être pratico-pratique et qu'on veut rechercher justement ces informations, comment est-ce qu'on peut faire? Donc déjà, pour trouver la convention collective à laquelle on dépend, de laquelle on dépend, c'est écrit sur le bulletin de salaire, ça généralement. Ça, c'est une obligation légale, effectivement, de préciser quelle est la convention collective de laquelle vous dépendez. Et également, si vous voyez les RH, ou normalement dans l'affichage ou dans les documents auxquels on vous donne accès sur l'intranet, vous devez avoir accès à votre convention collective au sein de l'entreprise aussi. D'accord, ok. Et donc, dans la convention collective, ça, on peut la trouver sur Internet assez facilement. On peut la télécharger et aller voir les conditions et savoir du coup pendant combien de temps on peut bénéficier de ce maintien de salaire. Ça, c'est important. Ouais, okay. Tout à fait. Vous avez aussi le site qui s'appelle codedutravailnumérique.gouv.fr, qui est un site de l'État où en fait, il vulgarise toutes les informations qui sont autour du Code du travail, mais aussi de beaucoup de conventions collectives. Donc, vous allez pouvoir rechercher votre convention collective, soit parce que vous connaissez le code de la convention ou le nom de la convention, soit vous ne la connaissez pas et vous allez même pouvoir taper le SIRET de votre entreprise et lui va vous retrouver les conventions collectives de votre entreprise à partir de là. Ah, ok, super. Tu peux répéter le nom du site? codedutravailnumérique.gouv.fr. Si vous mettez sur Google Code du travail numérique, c'est le premier résultat. On va le trouver. Ok, très bien. Super, super intéressant. Merci beaucoup. Je t'en prie. Donc, du coup, on a pendant donc, ce laps de temps, au moins ce maintien en valeur, enfin, qui n'est pas une obligation, donc de ce que tu dis, hein, ça dépend des Alors, entreprises. c'est une obligation si j'ai un an d'ancienneté. Le maintien. Si j'ai un an d'ancienneté. Voilà. Si j'ai pas un an 30 jours minimum, quoi. Voilà. Voilà. Le légal il n'est pas fameux. Ça se termine vite et ça commence à partir seulement du 8e jour d'arrêt de travail. Donc, si j'ai une semaine de grippe, j'aurai pas de maintien de l'employeur. D'accord, ok. Et alors, Simon, enfin, il y a des choses à compléter ou par rapport à ça? Alors, non, et après, il y a la dernière étape. Donc, admettons que j'ai eu la sécurité sociale, donc à partir du 3e jour, qui a commencé à m'indemniser. J'ai l'employeur aussi qui va m'indemniser. Et je peux aussi avoir droit à de la prévoyance qui va prendre le relais une fois que le maintien employeur se termine. Ça dépendra du fait que j'ai un contrat de prévoyance qui me couvre. C'est-à-dire que soit dans le secteur d'activité dans lequel je suis ou dans l'entreprise dans laquelle je suis, il y a un contrat de prévoyance qui couvre, donc qui donne des garanties aux salariés en cas d'arrêt de travail de plus de X jours, de offrir un maintien de la rémunération. Et souvent, ce qu'on trouve beaucoup, même si ça ne concerne pas tout le monde, encore une fois, ça va être maintenir entre 80 et 90% de la rémunération. Mais souvent, il y a une grosse période de carence de 30 à 90 jours en général. Donc, c'est généralement après que le maintien employeur se soit terminé. Eux aussi vont prendre le relais, ils vont compléter
le maintien de la sécurité sociale pour atteindre justement tout ce qui va faire toute la durée qui est garantie. Ça peut être après 180 jours, ça peut être une durée variable en fonction de la garantie. D'accord. Donc ouais, le contrat de prévoyance qui est hyper important et qui est, voilà, dans les cas de burn-out, très souvent on dépasse, enfin, c'est assez fréquent qu'on dépasse 1 an d'arrêt de travail ou des choses comme ça. Comment est-ce qu'on peut savoir là aussi si dans notre entreprise il y a une prévoyance ou pas? Alors là, c'est plus compliqué à savoir parce que les contrats de prévoyance, bah, c'est les entreprises qui les signent avec un organisme de prévoyance et c'est pas en allant sur Google qu'on va trouver le contrat de prévoyance duquel on dépend. Et on est tributaire quelque part de l'employeur. Mais pour moi, dès qu'on est en arrêt de travail ou dès qu'on arrive dans l'entreprise, même quand on n'est pas en arrêt de travail, c'est important de se rapprocher des RH pour savoir quelles sont les garanties de prévoyance auxquelles on a le droit. On peut voir déjà quand même au niveau de la convention collective, est-ce que la convention collective impose à l'employeur de mettre en place un contrat de prévoyance? Si la convention collective l'impose, bah, normalement, l'employeur doit nous communiquer quelles sont les garanties qu'ils ont mis. On verra aussi dans les cotisations du bulletin de paye peut-être des lignes qui disent que l'employeur cotise pour de la prévoyance pour notre compte. Des fois, même nous, on participe un petit peu aussi à la cotisation de prévoyance. Et donc ça va nous permettre de connaître quelles sont les garanties de prévoyance, mais on est obligé de passer par l'employeur. Donc, je vous recommande de passer par l'écrit. On fait un petit mail, comme ça, bah, déjà, ça date le moment où j'ai fait la demande. On a une petite traçabilité. Et quand vraiment on n'a pas de retour, bah, pas hésiter à faire une mise en demeure pour avoir les informations, ou passer par un avocat pour avoir un courrier un peu plus musclé et enfin récupérer ces documents, des fois qu'on a du mal à obtenir. Mais ce que tu dis, c'est intéressant. Enfin, déjà, effectivement, on peut alors, il y a Sandrine de Ma Merveilleuse Solution qui dit, normalement, c'est stipulé dans le contrat de travail. S'il y a un contrat de prévoyance ou pas, ça c'est la première chose. Mais des fois, le contrat il est un peu ancien, donc il est plus trop forcément à jour. Et deuxième chose, regardez dans son bulletin de salaire s'il y a une ligne qui concerne la prévoyance. Ça, c'est une indication que oui, potentiellement, je suis concernée. Généralement, c'est obligatoire pour les cadres, non, la prévoyance ou enfin cadre non cadre, il n'y a pas une différence? Au niveau légal, il y a une obligation de prévoyance d'essai pour les cadres, mais pas forcément une prévoyance qui va couvrir l'arrêt maladie. Par exemple, c'est une obligation de la prévoyance d'essai. Après, la réalité, c'est que même si la loi, elle dit c'est au minimum la prévoyance d'essai, bah, quand l'employeur va signer le contrat de prévoyance, des fois, il y a de l'invalidité, il y a du décès, il y a les arrêts maladie. Donc, on peut avoir, donc vu qu'il y a forcément une cotisation prévoyance pour les cadres, bah là, on peut regarder parce que souvent, les garanties, elles sont quand même plus favorable que le minimum qui est demandé par la loi, et auquel cas, effectivement, on peut être pratiquement sûr quand on est cadre d'avoir une prévoyance qui prenne le relais à un moment donné. Alors, mon expérience de RH me rappelle que je me souviens que j'avais eu à mettre effectivement un contrat de prévoyance en entreprise, et je me souviens qu'on a normalement en tant qu'employeur l'obligation de diffuser et de communiquer ce qu'on appelle la notice d'information de la prévoyance, donc soit à l'embauche, soit en tout cas au moment où il y a eu un changement de l'organisme de prévoyance, cette notice d'information qui précise du coup les garanties auxquelles on peut bénéficier. Normalement, ils doivent être en votre possession. Donc, je pense que ça, c'est un point hyper important. Si on est en arrêt de travail et que pour le moment, on est en maintien de salaire et que, ma foi, sans doute, on espère que ça ne va pas se prolonger, il vaut mieux prendre les devants et peut-être, pendant qu'on est dans cette période-là, vérifier si on a sa notice de prévoyance et regarder les garanties. Et si on ne l'a pas, faire le nécessaire pour pouvoir peut-être la recueillir de la part de son employeur pour pouvoir anticiper les choses plutôt que d'attendre le moment où on va attendre justement ce fameux complément. Oui, totalement, et surtout que là, on parle du burn-out où quelque part on est en capacité un petit peu d'exprimer ce qu'on veut, mais comme je dis, l'obligation elle est sur la prévoyance d'essai, et souvent on a eu la notice quand on venait d'arriver, on a mis certains bénéficiaires. Or, la vie, ça évolue, on se marie, on divorce, on change de conjoint, et des fois, on ne change pas forcément les bénéficiaires, les choses comme ça. Donc, pensez quand même, même si on n'est pas du tout malade, à se tenir informé de toutes ces garanties-là, de ce qu'on a noté à un moment T pour savoir, c'est toujours utile dans tous les cas. D'accord. Alors, il y a Hélène qui demande, est-ce que vous avez des conseils pour comment répondre aux questions très personnelles pour avoir la prévoyance en cas de burn-out? Pour moi, en fait, vous n'avez pas à répondre à des questions. En fait, vous demandez la notice de prévoyance, vous demandez à accéder à vos garanties de prévoyance, c'est un droit. Vous n'avez pas à vous justifier de faire cette demande.
S'il y a des questions, vous dites non, tout simplement, je ne souhaite Alors, pas y répondre. ceci dit, on m'a déjà, enfin, il me semble que j'ai déjà des clients qui m'ont évoqué le fait que la prévoyance envoyait un questionnaire de santé à compléter juste avant peut-être de prendre en charge. Hein. Donc, je ne sais plus exactement si c'est nous qui le complétons ou si c'est le médecin traitant qui doit le compléter, mais il y a parfois un document qui est demandé manifestement de la part de la prévoyance pour, je sais pas, vérifier peut-être l'état de santé du salarié. Donc, je ne sais pas si c'est à ça que tu fais référence, Hélène. Par rapport aux questions justement dont tu parles. Mais sinon, voilà, après, il y a pas de j'ai droit ou j'ai pas droit. Hein. C'est une prévoyance existe. Je rentre dans le cadre de la prévoyance par rapport à ma durée d'arrêt. Normalement, il n'y a pas de questions qui se posent, si ce n'est donc voilà ce fameux questionnaire. Je sais, moi, voilà, on m'en a déjà parlé. Donc, c'est peut-être ça à ça que tu fais référence, Hélène, dis-nous. Ouais. Et juste pour compléter ton propos, effectivement, moi je pensais au RH. Attention, quand vous allez réclamer la notice de prévoyance, réclamez-la bien à vos RH et à votre entreprise. En général, la prévoyance ne va rien vous envoyer du tout parce que vous n'êtes pas le client de la prévoyance. Même c'est l'entreprise qui est cliente de la prévoyance et en général ne voudra pas vous envoyer de documents directement. Par contre, si on vous pose des questions très personnelles pour un questionnaire, pour savoir certains niveaux de garantie, ce qui peut arriver, les RH n'ont pas accès aux réponses médicales que vous allez mettre dans ce type de questionnaire. Théoriquement, c'est que la prévoyance qui va y avoir accès, quoi. Alors, Louise nous dit, en supplément des garanties, il faut demander à son employeur les conditions générales du contrat de l'assurance. Donc, c'est peut-être ce dont on parle, la fameuse notice. Je ne sais pas si on parle de la même chose ou pas, du coup. Bon. Carbojo qui dit, mais il est délicat en arrêt de travail de reprendre contact avec les RH pour demander quelle est la prévoyance. Alors, c'est délicat. Je me permets de répondre. Après, bien sûr, peut-être tu compléteras, mais alors, je sais qu'en tout cas, quand on est en arrêt de travail pour burn-out, on n'a pas très envie de reprendre contact avec son employeur. En plus, si on est du service RH, c'est encore plus compliqué. Clairement, maintenant, le plus simple, c'est peut-être de le faire par mail, parce que comme ça, voilà, on n'a pas de contact direct et ça évite une gestion des émotions un peu compliquée. Donc, au moins par mail, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez assez facilement faire. Et en tout cas, c'est totalement votre droit. Si vous ne l'avez pas, si vous ne le retrouvez pas dans vos documents, vous devez l'avoir, c'est la loi. Hein. Donc, je sais qu'il y a des avocats qui font des courriers maintenant, voilà, justement en amont, pour éviter d'attendre le dernier moment quand on s'aperçoit que les choses rament un peu derrière. Donc, c'est votre droit. Donc, vous êtes tout à fait en droit de le demander. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et utilisez plutôt le format écrit, qui est, à mon sens, beaucoup plus simple. Des questions de ma mutuelle, ok, donc des questions de ta mutuelle. C'est Hélène qui dit ça tout à l'heure. Alors là, oui. Par rapport aux questions de la mutuelle, je sais pas dire. En tout cas, c'est peut-être parce que ça fait des changements de tarifs ou peut-être qu'il peut y avoir des choses comme ça au niveau des prévoyances, des choses quand on a eu certains problèmes de santé ou des choses comme ça pour avoir certaines garanties où ils demandent. Mais après, je suis pas spécialiste des mutuelles et des prévoyances et de ce qu'ils ont le droit de demander, ce qu'ils n'ont pas le droit de demander. Mais là, il faut juste bien vous assurer que dès que ça touche à des choses très personnelles, dont la RH n'a pas besoin d'avoir connaissance, c'est bien des enveloppes scellées auxquelles vous êtes sûr que c'est soit un professionnel médical ou la prévoyance dans un objectif très précis qui va en avoir besoin pour vous couvrir correctement. Mais si c'est pas ça, vous êtes de toute façon pas tenu d'y répondre. Si c'est la RH qui vous demande par curiosité ce que vous avez aucune obligation de lui répondre. Ouais. Alors, il y a ma merveilleuse solution qui précise, il ne faut pas confondre mutuelle et prévoyance. Alors, je ne sais pas est-ce que tu peux peut-être expliquer la différence entre les deux? Alors, je vais le préciser à mon niveau en tant que GP de ce que je comprends, mais je ne suis pas du tout spécialiste de ça. La mutuelle, c'est ce qui va couvrir les frais de santé, c'est-à-dire quand je vais à la pharmacie plutôt ou quand je vais aller chez l'opticien, etc. Alors que la prévoyance, elle va venir couvrir des risques. Donc, par exemple, le décès. Je décède, il y a un certain capital qui va être versé à mes ayants droit. Je suis en invalidité ou je suis en longue maladie qui dépasse tel délai, je vais avoir un complément de revenu qui va m'être versé. C'est deux choses qui sont différentes, même si ça touche à la santé. D'accord.
Ok, merci beaucoup. Alors justement, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de comment ça se met en place la prévoyance, parce que je sais par expérience, en tout cas, qu'il y a toujours énormément de difficultés au moment où effectivement on dépasse le délai dont on parlait tout à l'heure là de maintien de salaire par l'employeur et qu'on passe à la prévoyance. Souvent, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent de plusieurs mois sans rémunération, sans nouvelles, on ne comprend pas comment ça se passe. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se met en marche cette Alors, prévoyance? ça dépendra vraiment des procédures qu'il y aura au niveau de l'organisme de prévoyance. Mais en gros, le gestionnaire de paie, une fois que le salarié va atteindre la période où il ouvre droit à la prévoyance, donc admettons que dans mon entreprise, c'est après 90 jours d'arrêt que se déclenche la prévoyance, il va envoyer les éléments à l'organisme de prévoyance. Et l'organisme de prévoyance va déclencher un paiement. Ce paiement, le plus souvent, après ça dépend aussi des protocoles qui auront été mis en place, il passe par l'employeur. Donc ça veut dire que l'employeur va peut-être recevoir les indemnités journalières de prévoyance et va les reverser ensuite aux salariés. Et en fonction des prévoyances, il peut y avoir un certain nombre de délais. Donc peut-être s'assurer que dès que je commence à avoir un arrêt qui est un peu long, est-ce que les démarches ont bien été entreprises par mon employeur envers la prévoyance pour déclarer le fait que je risque de dépasser? Et surtout, ce qu'ils vont attendre aussi les organismes de prévoyance, c'est les relevés d'indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Parce que, comme je vous le disais, eux, ils viennent verser leur rémunération en complément des indemnités journalières qui sont versées par la sécurité sociale. Et des fois, si déjà, avec la sécurité sociale, les démarches n'ont pas correctement été faites, les indemnités journalières ont traîné à être versées, etc., je suis déjà en retard à ce niveau-là. Et donc, forcément, ça entraîne du retard parce que la prévoyance ne reçoit pas les bons documents et donc elle ne va pas pouvoir déclencher son paiement. Et ça, je m'en aperçois pas toujours forcément parce que peut-être que mon employeur pratique ce qu'on appelle la subrogation. La subrogation, qu'est-ce que c'est que ce truc? c'est quoi? Ouais, c'est le principe de dire, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a la sécurité sociale qui me paye un bout, l'employeur qui paye un bout. L'employeur, il peut très bien dire, écoute, moi, je te paye tout. Si je dois te payer, par exemple, 100% de ta rémunération pendant 3 mois, pendant 3 mois, je vais te payer 100% de ta rémunération et je me débrouille directement avec la sécurité sociale pour récupérer les 50% que la sécurité sociale t'aurait versé. Et donc, comme moi, je suis subrogée, je ne vois pas de différence. Je reçois à la fin du mois ma paye complète. Par contre, il est possible qu'il y ait eu des soucis quand le gestionnaire de paye a envoyé les informations à la sécurité sociale et donc les indemnités journalières, elles n'ont pas commencé à être versées, même si moi, j'ai bien continué à avoir eu mon maintien de salaire. Et donc, au bout de 3 mois, quand mon maintien de salaire se termine et que l'imbroglio, comment on dit, l'imbroglio avec la sécurité sociale, il est toujours pas réglé, la prévoyance qui devrait prendre le relais ne prend pas le relais parce qu'il y a déjà des sous qui n'ont pas été débloqués côté sécurité sociale. C'est un cas qui peut arriver. Il faut se dire qu'il y a quand même vachement beaucoup d'acteurs. La sécurité sociale, l'employeur, subrogation, pas subrogation. Moi, peut-être, quand il n'y a pas subrogation, c'est des fois à moi qu'on va me demander d'envoyer les relevés. Mais quand je suis en burn-out, quand je suis malade, quand j'ai 36 000 rendez-vous chez le médecin, j'ai peut-être pas pensé à envoyer le bon document à la bonne personne. Il y a plein de raisons qui font qu'il peut y avoir des couacs dans la machine et donc qu'il y ait du retard, en tout cas, dans le versement des indemnités. D'accord. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, pour que ça se passe au mieux, en tout cas, à ce niveau-là? Alors, moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est que si vous êtes sur une longue maladie, ça peut être un burn-out, ça peut être un cancer, ça peut être des maladies, en tout cas, qui font que vous allez avoir du mal à gérer la lourdeur administrative que ça demande, c'est vraiment d'avoir une personne de confiance qui va être la référente et qui va s'assurer de s'occuper ou qui sera en copie de tous les échanges que vous aurez avec la RH et qui peut facilement prendre le relais pour envoyer les démarches et les documents. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper précieux. Ça peut être un conjoint, ça peut être une maman, un frère, une sœur, quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner pendant cette période parce que je sais que des fois, quand on est en burn-out, on peut avoir des pertes de mémoire, il peut se passer beaucoup de choses quand on est malade. C'est hyper précieux d'avoir un aidant qui peut nous aider sur cette partie administrative. Ouais. Tout à fait. Bien envoyer tous ces documents, enfin en tout cas les documents. On a des documents à transmettre régulièrement quand on est en arrêt maladie, tous ces renouvellements d'arrêt maladie à son employeur. Enfin, ça, c'est surtout important. Exactement. Les attestations d'indemnisation. Je vais y arriver. Les attestations d'IJSS, je parle, mais d'indemnisation journalière de la sécurité sociale. Ça aussi, il faut qu'on les envoie régulièrement. Alors, ça dépend des cas. Par exemple, il y a des employeurs qui vont
avoir besoin des indemnités journalières, enfin du relevé des indemnités journalières de la sécurité sociale pour vérifier leurs calculs. Il y en a d'autres qui vont pas vous les demander. Ça dépend. En tout cas, vous les retrouvez facilement sur votre compte Amélie et vous pouvez les télécharger à tout moment, même quand il y a subrogation. Et moi, je vous encourage aussi, hein, même quand il y a subrogation, à aller régulièrement checker vos indemnités journalières de la sécurité sociale pour s'assurer que vous voyez bien des indemnités journalières se déclencher. C'est-à-dire, OK, je reçois bien mon salaire tous les mois, mais est-ce que la subrogation, elle fonctionne bien? Est-ce que la sécurité sociale a commencé à calculer mes indemnités journalières? Comme ça, je ne me réveille pas un matin en me disant, bah non, la Sécu n'a jamais reçu des attestations employeurs, elle n'a jamais pu mettre en place le versement des indemnités journalières. Et je m'en suis pas rendu compte parce que mon employeur a continué à me payer pendant ce temps. Du coup, maintenant, il me réclame plein de sous parce qu'il n'a pas reçu des indemnités journalières. D'accord, ok. Et comment on peut savoir si, enfin là aussi, il faut demander si notre entreprise fait de la subrogation ou pas? C'est ça. On peut pas le L'entreprise n'a pas savoir. d'obligation à faire de la subrogation. C'est pas obligatoire. C'est un choix qu'elle va faire en fonction de ses process. Et au moment où elle reçoit l'arrêt de travail, bah, du coup, quand vous envoyez l'arrêt de travail, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire un mail en posant toutes les questions utiles pour vous, pour votre compréhension de comment va être géré l'arrêt, qui va vous payer, qu'est-ce que vous devez faire comme démarche administrative et de pas hésiter à relancer assez rapidement si vous n'avez pas de retour au bout de quelques jours pour vous assurer qu'on vous ait communiqué toutes les démarches que vous devez faire. Ok, d'accord, très bien. Super. Est-ce que vous avez si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Là, j'en ai pas vu repasser. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu avais prévu de communiquer? Alors, attends, je regarde mes petites notes, mais du coup, l'autre point que je voulais souligner et qui peut être important, c'est les droits à congés payés. Quand vous êtes en arrêt maladie, vous conservez vos droits à congés payés, mais il y a eu pas mal de remous, pas mal de choses qui ont changé ces derniers temps par rapport à ça. De ce que j'ai compris, après je suis pas une spécialiste de la loi, donc il faudrait que je me penche dessus, mais en tout cas, vous avez la garantie, même pour les non-arrêts maladie, à 4 semaines de congés payés. Au lieu de 5. Donc, et puis, votre employeur doit vous permettre de les poser quand vous revenez de votre arrêt maladie. Et donc, n'hésitez pas à bien checker que vos congés soit continuent à se cumuler, soit si vous constatez qu'ils ne se cumulent pas sur vos bulletins de paye ou votre intranet, à faire un topo avec les RH dès que vous revenez d'arrêt maladie pour savoir où en est vos congés payés, où en sont vos congés payés et comment ils vont être reportés, etc. C'est vrai qu'il y a eu des évolutions sur ce sujet là dernièrement. Donc, vous trouverez tout ce qu'il faut sur Internet éventuellement. Vous tapez congé payé maladie, vous allez voir les délais, etc., la rétroactivité qui est possible, parce qu'on ne l'a pas en tête. Mais en tout cas, effectivement, vous allez pouvoir continuer à bénéficier des congés payés durant votre arrêt. Donc, écoute, là, je ne vois pas. Donc, je vais tout en bas. Voilà. Et quand on arrive à la fin du congé maladie ordinaire, quelle option a-t-on? Arrêt maladie non professionnel. Quand on arrive à la fin du il y a une question d'Estelle juste avant qui demande est-ce que les jours sont des jours calendaires? Oui, les jours, en tout cas en indemnité journalière, ce sont des jours calendaires, c'est-à-dire calendrier, calendaire, c'est-à-dire qu'on va prendre tous les jours de la semaine, y compris les samedis et les dimanches. Et du coup, même vous, sur vos bulletins de paye, quand vous allez voir votre absence, des fois j'ai des questions un peu du genre, je comprends pas, j'ai été absent que lundi, vendredi et lundi, on m'a enlevé vendredi, samedi, dimanche et lundi, c'est pas juste. En fait, si, c'est juste que votre salaire, au lieu d'être divisé par que les jours de la semaine, il sera divisé par tous les jours du calendrier. Donc, c'est un calcul un peu différent, mais la plupart du temps, à la fois sur votre bulletin de paye, on va décompter votre absence en calendaire pour suivre et pour se coller en fait à ce que fait la sécurité sociale, qui est de vous payer en fonction du calendrier. Donc, si vous êtes en février, il y a 28 jours, ils vous paieront 28 jours. Si vous êtes au mois de janvier, il y a 31 jours, ils vous paieront 31 jours. D'accord, ok. Et pour répondre à ta question, Nolwenn, quand on arrive à la fin du congé maladie ordinaire, quelle option a-t-on? Je ne suis pas sûre de bien comprendre quelle est ta question. Est-ce que tu peux nous la préciser? Parce que personnellement, je ne saisis pas ce que tu veux dire, Nolwenn, donc n'hésite pas à nous la préciser. Donc, on a une autre question. La prévoyance peut-elle arrêter l'indemnisation? Oui, tout à fait. La durée de l'indemnisation de la prévoyance, elle est limitée aussi, hein, c'est pas indéfini. Donc, au bout d'un moment, même si vous avez des arrêts en bonne et due forme,
peut-être qu'au bout de 180 jours, au bout de 90 jours supplémentaires, bah, la prévoyance aussi s'arrête et on est du coup uniquement sur l'indemnisation de la sécurité sociale. Et il me semble aussi qu'au bout d'un moment, la sécurité sociale aussi finit par s'arrêter et on finit, je crois, en invalidité ou dans des souvent, c'est au bout de 3 ans. Ouais, c'est ça. Effectivement, après, c'est une procédure d'invalidité qui rentre en compte, qui peut amener à un licenciement pour inaptitude. C'est pas une obligation, je crois, je ne sais plus. Non, je crois pas. Mais voilà, après, effectivement, on rentre dans le cas de l'invalidité. En tout cas, merci pour toutes ces précisions. C'était hyper précis. Franchement, c'était précieux. Tous tes conseils étaient précieux. Si vous avez encore une question, eh bien c'est le moment avant que l'on se quitte. Je vais juste rajouter une petite chose parce que c'est d'actualité. L'autre point auquel il faut faire attention, c'est vos impôts. Parce que du coup, on n'y pense pas forcément, mais quand vous êtes en arrêt maladie, vous êtes payé par différents organismes. Et oui, les indemnités journalières de sécurité sociale sont imposables. Donc, elles vont être déclarées, par exemple, par la sécurité sociale sur votre bordereau d'impôt. Attention parfois à votre net imposable en bas de bulletin. Comme je vous le disais, comme quand il y a de la subrogation, votre employeur vous paye. Donc, le complément qui va vous payer, qui va venir compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale sont imposables. En revanche, les indemnités de la sécurité sociale, la part qui correspond aux indemnités de la sécurité sociale, comme la Sécu va elle-même les déclarer sur notre impôt, l'employeur ne doit pas les intégrer à votre net imposable. Donc, ça veut dire qu'il faut bien vérifier sur vos bulletins de paye que quand vous êtes en arrêt maladie et qu'il y a une subrogation, ce n'est pas la totalité de votre salaire qui a été intégrée dans l'impôt, mais uniquement la partie qui correspond au complément employeur. Par exemple, si vous êtes à 100%, les 50% qui vont jusqu'au complément employeur. Sinon, vous risquez d'avoir vos indemnités journalières de sécurité sociale qui sont doublées sur votre feuille d'impôt. Et ça arrive pas trop en maladie, mais ça arrive beaucoup en maternité où des fois, le temps qu'on reçoive les IJ, on n'a pas forcément tout fait attention à tout. Et le problème, c'est que des fois, l'employeur va déduire les indemnités journalières de la sécurité sociale quelques mois après, parce que le temps que la Sécu les lui verse. Donc, il peut y avoir un décalage. Ah oui, d'accord. Et donc là, on peut se retrouver du coup avec un surplus d'impôts à payer si ça a été compté 2 fois, quoi, finalement. Oui, surtout, en fait, c'est surtout le cas quand on se retrouve en arrêt maladie à cheval sur 2 années. Par exemple, j'ai commencé à être malade en décembre 2023. Bah, le temps que la Sécu paye les indemnités journalières et que l'employeur les déduise, bah, il m'a payé ma paye complète, mais la Sécu, elle l'aura versée en décembre, donc elle va mettre dans mes impôts de décembre. Ça peut être un peu embêtant. D'accord. Ok, donc là, il ne faut pas qu'on hésite à réagir pour faire corriger par l'employeur. C'est ça? C'est ça, exactement. Enfin, en général, il va corriger, mais du coup, il va corriger sur l'année suivante. Donc, quand il va corriger sur l'année suivante, ça veut dire que ça passera uniquement sur les impôts de l'année suivante. Donc, si on constate que ça impacte beaucoup notre impôt, ça peut valoir le coup de demander une régule ou de rectifier soi-même sa feuille d'imposition, tout en sachant que si je rectifie en 2023, ça veut dire que quand je ferai ma déclaration de 2024, il faudra que je rectifie à nouveau, parce que peut-être que cette fois-là, il aura trop déduit, vu que moi, je l'avais déjà déduit manuellement en 2023. D'accord. J'ai déjà mal à la tête là. C'est ça. Alors, il y a quelques petites commentaires encore. Il faut rester en arrêt avant et après le licenciement pour avoir la prévoyance. Alors, la prévoyance, elle ne fonctionne que en tant que salarié. C'est-à-dire que quand vous n'êtes plus salarié, il n'y a plus de prévoyance. Enfin, je ne me trompe pas, Awa? Alors, oui et non, dans le sens où, en fait, on peut avoir la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance une fois qu'on est licencié. En revanche, théoriquement, une fois que vous êtes, comment on appelle ça, une fois que vous êtes licencié, vous êtes peut-être plus forcément en arrêt de travail. Je ne sais pas trop comment ça, quelle est votre situation. Soit vous êtes inscrit au Pôle emploi, soit vous êtes en invalidité, vous êtes peut-être encore en arrêt de travail, mais en fonction de la situation, il n'y a peut-être pas de complément de prévoyance, peut-être qu'il y en a un, mais si vous avez de la portabilité, vos droits à prévoyance peuvent continuer. Effectivement, oui. Il y a une portabilité pendant 1 an, je crois, c'est ça? Qui peut aller jusqu'à 12 mois, ouais. Qui peut aller jusqu'à 12 mois de votre prévoyance et mutuelle éventuellement entreprise si vous l'avez. Donc, dans ce cas-là, effectivement, c'est quelque chose qui peut continuer.
Ma merveilleuse solution qui dit: je pense que les prévoyances vont jusqu'à 1095 jours de prise en charge, ce qui correspond à peu près 3 ans. Mais ça, je pense que ça doit dépendre des entreprises et des contrats ou Oui, des pour conventions moi, ça collectives. dépend. Pour moi, il n'y a pas de règle unique. Je peux juger d'une prévoyance que par rapport au contrat que j'ai sous les yeux. D'accord. Hélène qui disait justement, je voulais demander, alors je dois déclarer quelque chose aux impôts, donc je pense qu'on a répondu à la question, enfin déclarer, est-ce qu'elle a quelque chose à faire elle? Normalement, c'est que ça devrait être fait automatiquement dans sa déclaration d'impôt, normalement. C'est ça, ou en tout cas, Mais il si faut c'est pas fait vérifier. automatiquement, vous avez sur Amélie, pareil, la possibilité de télécharger l'attestation des sommes que vous devez déclarer aux impôts. Faut savoir que, notamment, quand vous êtes en arrêt maladie, c'est la totalité de l'indemnité journalière qui a déclaré aux impôts. Quand vous êtes en accident du travail, c'est 50% qui est à déclarer aux impôts. En fait, ils disent que c'est seulement 50% des indemnités journalières qui sont imposables. Les autres 50% ne sont pas imposables. Et notamment, je pense, dans le cas de burn-out, des fois, il y a des demandes de reconnaissance en maladie professionnelle. Oui, Alors, oui. ça met des années, hein, mais mine de rien, si il y a 2 ans, mon arrêt avait été traité comme une maladie ordinaire, donc tout avait été imposable sur mes impôts, bah, quand je fais la régule en maladie professionnelle, et si c'est reconnu en maladie professionnelle, bah, faut que je pense à me dire, hey, je dois aller récupérer je dois rectifier ma déclaration d'impôt parce qu'en fait, il y a une partie qui est gérée. Alors, normalement, vu que la sécurité sociale recalcule toutes les indemnités journalières, ils vont vous donner une attestation avec le recalcul des IJ corrects. D'accord, ok. Donc Lydie qui manifestement ça lui est arrivé, hein, les indemnités ont été déclarées 2 fois à mon employeur à la sécurité sociale, donc bon voilà, comme quoi ça arrive. Yes. Sandrine qui dit: j'ai un petit doute à ce niveau-là car j'ai un écart très important. Alors je ne sais pas sur quoi tu parlais du coup, Sandrine. On a dû louper le coche au moment où tu as, tu as donné ton commentaire. Très intéressant, merci pour tout et merci beaucoup. Désolée pour toutes mes questions. Moi aussi, j'ai du mal à la tête pour comprendre tout ça. Oui, je comprends. C'est vrai que bon, voilà, c'est un métier, hein, comme on dit. Hein. C'est quand même complexe et on comprend qu'on a vite fait de se sentir un peu perdu dans tout ça. Alors justement, est-ce que tu peux proposer des choses ou est-ce qu'on peut faire appel à toi ou à tes services chez Check Ta Paye pour aller plus loin si on en a besoin? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors, moi, personnellement, je ne fais pas de vérification de bulletin de paye parce que ça fait longtemps que je ne fais plus de paye toute seule directement en tant que gestionnaire de paye. Mais en fait, j'ai une plateforme, donc Check Ta Paye, où je travaille en collaboration avec des gestionnaires de paye indépendantes qui, par ailleurs, font de la paye pour des employeurs, etc. et qui font des prestations de vérification de bulletins de salaire. Donc, l'idée, c'est, j'ai un arrêt maladie, je veux tout vérifier, soit sur mon arrêt, soit sur ce qui a pu se passer sur mes congés, j'envoie mes bulletins de paye, le gestionnaire fait la vérification, il donne un compte rendu détaillé en fait des anomalies qui auront été détectées et on donne un modèle aussi de lettres de réclamation qu'on peut adresser à son employeur ou de mails de réclamation qu'on peut adresser à son employeur pour dire ah et pep, il y a une anomalie ici. Et tout ce travail-là dont je dis prenez vos relevés d'IJ, comparez bien à votre bulletin de paye, regardez attention au niveau de votre contrat de prévoyance. Si vous nous donnez les éléments, eh bien, les gestionnaires de paye sur Check Ta Paye pourront faire les vérifications et vous donner un compte rendu détaillé. On travaille aussi notamment avec des personnes qui des fois vont partir au contentieux et l'avocat va définir peut-être aussi le cadre, mais quand on rentre dans le détail des calculs, des fois elles font appel à nous pour avoir justement tout le calcul sur les années précédentes et pour pouvoir les aider à faire valoir leurs droits ensuite. Ok. Et pareil, j'en profite aussi pour dire si dans le cadre d'une rupture de contrat, parce que tu l'évoquais en tout début de l'interview, si on a des doutes, des questions, des interrogations sur son solde de tout compte, éventuellement, on peut faire appel au service de Check Ta Paye pour venir vérifier des choses si besoin. C'est ça, hein? C'est ça. En fait, il y a un premier entretien gratuit. Vous expliquez la situation que vous rencontrez et en fonction, nous, on vous dira quelle est la prestation la plus adaptée. On a plusieurs prestations, hein, check-in, check-up, check-out. Et en fonction de votre situation, on va vérifier soit votre solde de tout compte, soit votre maladie, soit l'intégralité de vos bulletins sur les 12 derniers mois. Enfin, voilà, il y a plusieurs formules. Et les gestionnaires de paye, en fait, elles prennent ce petit rendez-vous de 1/4 d'heure pour vous expliquer celui qui pourrait correspondre à votre situation. D'accord, ok.
Bon, en tout cas, voilà, de précieux conseils. Merci beaucoup, Awa. Avec plaisir. Moi, j'en profite aussi pour dire, pour ceux qui nous découvrent là aujourd'hui, que si vous voulez profiter jusqu'à la fin du mois d'avril, je vous offre 3 vidéos de formation offertes pour vous aider à rebondir après votre burn-out. Donc, si vous êtes intéressé par cette formation et ces vidéos, n'hésitez pas à aller voir dans ma bio, vous trouverez le lien et vous pourrez télécharger les vidéos pour voilà, vous aider à comprendre un petit peu les étapes par lesquelles vous allez passer et vous aider dans votre transition. Donc, n'hésitez pas non plus si ça peut vous être utile. En tout cas, merci beaucoup, Awa. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents avec nous. Et puis, je vous souhaite à tous une belle journée. Belle journée à toi, Awa, et à bientôt. Ça marche. Merci beaucoup, Catherine. Belle journée à tout le monde. Merci d'avoir participé au live. Et juste petite question pour savoir, pour mes abonnés, est-ce qu'il y aura le replay? Tu conserves le replay sur Instagram ou pas? Oui, je vais conserver le replay sur Instagram. Là, juste après, j'essaie de te mettre en collaboration. Si je me rappelle comment il faut faire. Ça marche. Mais oui, le replay sera trouvable sur mon compte. Pas de souci. Ok. Je te souhaite une très très belle journée. À très bientôt. À bientôt tout le monde. Au revoir. Merci à tous.